Merci. Bonsoir à tous. Donc merci au Cinéma Localia de m'accueillir en fait pour cette petite intervention qui j'espère a un peu pour objectif de mettre en appétit avec le cinéma des frères Cohen. Je vais commencer par une petite incise un peu personnelle au sujet de cette invitation. En fait, quand Luc Lavacherie m'a fait l'honneur de me proposer de venir, j'ai eu un petit sentiment de perplexité parce que je me suis dit, mais en fait, j'en suis où moi avec le cinéma des frères Cohen exactement? C'est un cinéma quand je l'ai découvert au moment de leur deuxième film qui s'appelle Raising Arizona, en français Arizona Junior, qui est une comédie pétaradante, un peu à la manière des dessins animés de Chuck Jones, qui est très drôle, totalement hilarante, totalement débondée. J'étais totalement émerveillé. Enfin, vraiment, ça a été une découverte totale. Et ensuite, c'est une je dis une comédie pétaradante, mais il y a aussi une forme d'innocence dans ce film qui montre une sorte de tranche d'Americana, mais un bout d'innocence de l'Amérique, vu à la fois avec un regard d'adulte sur les enfants et un regard d'enfant sur les adultes. Enfin, je sais pas bien expliquer ça, mais enfin, c'est très, très, le film est très, très drôle et très, très beau en même temps. Et ensuite, le film suivant, le troisième film, ça a été Miller's Crossing, qui réactivait à l'époque le film de gangster dans un écrin majestueux, mais alors pas par une sorte d'efficacité pompière ou une surenchère de décors et de costumes. Quand je dis écrin majestueux, c'est parce qu'il y a une manière infiniment plus troublante d'en faire une aventure mentale du film de gangster, qui est nouée autour d'une image rémanente. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs je ne sais pas exactement où vous en êtes avec la filmographie, si vous les connaissez bien les films ou pas. Donc je vais avancer. Et le Miller's Crossing est donc ce film de gangster qui est noué autour d'une image prégnante qui revient régulièrement d'un chapeau qui s'envole un peu dans des sous-bois. Et cette aventure mentale donc semblait trouver ensuite son point d'aboutissement dans le film qui leur octroyait la Palme d'Or, qui a été un film très connu à l'époque, Barton Fink, l'année où Polanski était président du jury. Je cite le fait que Polanski était président du jury parce que le film lui-même, Barton Fink, est une sorte d'hommage à tout un pan de la filmographie du cinéaste polonais, notamment, je pense, au Locataire. Il y a des parallélismes à trouver entre Barton Fink et le Locataire de Polanski. Barton Fink a été écrit alors que les frères Cohen étaient en train d'écrire le scénario de Miller's Crossing, et ils avaient un peu de mal parce que c'est un système d'alliance et de contre-alliance dans une ville tenue par des gangsters. Donc le scénario est très touffu, très complexe, et à un moment ils ont voulu un peu se libérer de cette complexité en écrivant très rapidement un petit scénario de long métrage en 3 semaines qui a été Barton Fink, et donc qui leur a valu la Palme d'Or. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de diptyque entre les deux films qui sont à l'époque euh, partagés d'une sorte d'obsession sur l'idée que les représentations objectives au cinéma sont en fait toujours des images mentales, des prolongements d'états de conscience qui sont plus ou moins altérés par le sommeil, la fatigue ou l'alcool, peu importe. Enfin, Barton Fink était donc à cette époque-là le film de la vie de l'esprit, parce qu'on cite beaucoup dans le film la vie de l'esprit. C'est un rappel de la philosophie d'Hegel, en fait. Et il semblait à ce moment-là que les deux frères étaient le maître de ce genre de film à côté de David Lynch, mais avec une manière beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère et aussi beaucoup plus littéraire que Lynch. Puis après ces films-là, il y a eu bien d'autres films. Certains étaient moins bons, enfin je les ai trouvés moins bons, voire beaucoup moins bons, et d'autres qui au contraire montraient une sorte d'imagination créative intacte. Mais dans l'ensemble, moi je me suis un peu progressivement détaché de cette filmographie à un moment. Et en fait, l'explication de tout ça, c'est que j'étais un petit peu écœuré par ce cinéma qui est très figé, qui est très storyboardé. Ils storyboardent tous leurs films, en fait. Leur mise en scène est vraiment une mise en scène au cordeau. Et comme si à un moment, leur sûreté de geste, leur talent de mise en scène doit absolument éclabousser à l'écran, doit absolument se montrer, et avec précision. Il y a une espèce d'horlogerie du storyboard et du scénario qui finit par devenir un peu une mécanique. On peut trouver que c'est un peu froid à la fin, un peu détaché des personnages, un peu détaché de leur chair, de leurs sentiments. Et on peut trouver certaines phases dans leur cinématographie qui est un peu ennuyeuse.
Et notamment là, au début des années 2000, quand ils ont commencé à faire des films de studio, pour les studios, parce qu'ils travaillent beaucoup en indépendant en fait. Et je pense notamment à un film comme The Lady Killers, qui est un remake du film britannique d'Alexander McKendrick, et qui, comme ça, paraît un peu anecdotique. Alors très bien fait, mais on s'ennuie un peu. Puis donc il y a eu 3 ans, je crois, la sortie de Inside Llewyn Davis, celui qui est passé juste avant, et qui a été une excellente surprise, une sorte de même d'éblouissement, je dirais. On a l'impression que dans ce film, ils abandonnent un peu leur tic de metteur en scène, avec leur séquences très rythmées, et notamment dès le premier plan. Le premier plan dans Inside Llewyn Davis, pour ceux qui l'ont revu et ceux qui l'ont vu, et qui ne l'ont pas vu, pardon, s'ouvre sur le personnage principal, qui est donc un chanteur de folk, et qui chante une chanson. Et le plan dure, enfin, la séquence dure à peu près 3-4 minutes, le temps de la chanson. On continue. Il découpe des plans, mais il ne coupe pas la chanson, en tout cas. Et ça, c'était très surprenant dans leur cinéma. Et on a eu le sentiment, avec ce film-là, qui d'un seul coup, il se mettait à filmer de manière plus flottante, un peu plus rêveuse, comme s'ils laissaient un peu infuser leur film. Ils libéraient un peu leur cinéma de cette angoisse de la perfection et du raccord qui tombe juste, qu'il y avait dans leur film précédent, et qui tombe juste comme une veste très très bien taillée, très bien coupée chez un tailleur, et qui fait que parfois, quand on sort du tailleur, ben, on est un peu moins habillé qu'en fait déguisé. Et c'est un peu le problème que pouvait poser à un moment leur cinéma. Parce que c'était pas un cinéma du déguisement, puisque bien habillé, un cinéma est un peu trop forcé sur les coutures, qui est un peu finalement fait pour une soirée de carnaval, et plutôt que pour tous les jours, une fête un peu trop obligatoire. Et c'est ce qu'on appelle un peu un cinéma, enfin c'est une expression critique qu'on aime bien employer, c'est le cinéma de petit malin. Euh, Et d'ailleurs, l'expression convient assez bien, je trouve, aux frères Cohen. Non pas que ce soit des petits malins, mais en tout cas, ils sont malins, et même parfois des grands malins. D'abord dans leur rapport avec leur production. Parce que comme je disais, ils ont trouvé une sorte de modus operandi avec l'industrie qui font qu'ils conservent précieusement leur indépendance, qui leur permet de faire des petits films comme Inside Llewyn Davis, des petits films en indépendant où ils ne demandent pas grand-chose. Ils travaillent avec une maison de production anglaise qui s'appelle Working Title, qui leur permet donc d'écrire les scénarios qu'ils veulent. Personne n'a un droit de regard dessus, ils font ce qu'ils veulent. Et à côté de ça, ça ne leur interdit pas de temps en temps de travailler pour les studios comme Paramount, et de faire des films avec un budget un peu plus conséquent, des scénarios probablement un peu plus lissés, et qui leur permettent de conserver leur liberté pour les films suivants. La première incartade dans les films de studio, ça a été que je dise pas leur cinquième film, voilà, Hudsucker Proxy. Premier film avec les studios, et budget considérable pour l'époque. Je crois qu'il s'était coûté 25 millions de dollars, alors que leur précédent film était à 6 ou 7 millions de dollars. Mais malheureusement, ça a été un peu un bide, ce film. Donc ça aurait pu un peu briser leur élan. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont très vite enchaîné après Hudsucker Proxy en réalisant Fargo, qui a été leur premier gros succès. Petit film indépendant, mais qui a bien marché, voilà, et qui leur a valu l'Oscar du meilleur scénario. À l'orée des années 2000, c'est là où ils se commencent à travailler un peu plus avec les studios. Ils font Intolerable Cruelty, suivi de The Lady Killers, et jusqu'à un remake d'un western d'Hathaway qui s'appelle True Grit, qui reste à ce jour leur plus grand succès commercial, à savoir 125 millions de dollars sur le marché américain, ce qui est quand même assez colossal pour leur cinéma. Et en passant, ils ont aussi fait No Country for Old Men, pareil, film de studio qui leur a valu plusieurs Oscars, dont celui de meilleur film et celui de meilleur réalisateur. Donc ce sont des cinéastes à la fois installés à Hollywood, mais qui conservent un pied total dans l'indépendance. Donc de grands malins, mais aussi surtout dans la relation qu'ils entretiennent avec la critique et leurs exégètes, je dirais. Ils ont l'air de ne jamais reconnaître ce pourquoi on voudrait les louer. D'abord, la grande qualité littéraire de leur scénario, la possibilité aussi d'un sous-texte que certains éléments à l'image invitent à explorer. Parce que derrière la façade spectaculaire de leur cinéma, ils ont une propension à glisser aussi dans les genres les plus loués du cinéma américain, parce qu'ils travaillent sur les genres, les genres du cinéma classique, donc le film noir, la comédie burlesque ou de mœurs, ce qu'on appelle un peu la screwball comédie, qui était mise en exergue par des réalisateurs comme Frank Capra, Preston Sturges. Preston Sturges étant certainement le cinéaste dont ils reconnaissent et assument le plus l'influence.
Et aussi Howard Hawks qui a fait 2 films, qu'on peut associer à la screwball comedy, Bringing Up Baby et La Dame du vendredi. On fait grâce derrière cette propension à se glisser dans le genre américain, de certains genres du cinéma américain, d'une sorte de sensibilité européenne. C'est une manière de dire qu'en fait, que derrière le rire et le sang, il y a des thématiques un peu plus profondes ou un peu plus sérieuses. Mais le problème, c'est que quand on, on les interviewe, ça n'a pas été mon cas, mais en lisant les interviews d'autres critiques, à chaque fois qu'on essaie d'avancer sur ce terrain un peu théorique avec eux et un peu plus profond, un peu plus thématique, eh ben, on a droit qu'à une sorte de blague, de rigolade. Vraiment, ils se défient absolument de ça. Ils veulent surtout pas passer pour des cinéastes sérieux, mais plutôt pour des sortes d'habiles storytellers, des fabricants d'histoires malins, avec un bon sens visuel, et qu'ils créent un spectacle intelligent, on va dire, pour un public de cinéma. Sans idée préconçue, des petits mystères qui semblent courir sous la surface de leurs images. Et en fait, c'est un peu tout l'enjeu qu'il y a à traiter un peu leurs films, à s'intéresser à leur cinéma. C'est cette espèce de façon de faire coulisser des effets de surface avec une espèce de profondeur thématique plus importante. Et c'est un peu la tentation qu'on a quand on s'intéresse à faire des commentaires sur leurs films. Comme s'il y avait une sorte, on voulait débusquer une vie de l'esprit justement derrière l'énergie des cartoons, comme si on voulait traquer une âme derrière les grimaces qu'arborent tous leurs comédiens. La façon dont ils font jouer leurs comédiens, alors eux disent qu'en fait les comédiens viennent et qu'ils ne proposent aucune direction d'acteur, mais en même temps ce qui est très frappant, c'est que dans tous leurs films les comédiens jouent de la même manière, c'est-à-dire de manière très baroque, très outrancière. C'est l'anti-acteur studio, c'est vraiment des effets de grimaces ou alors des effets de masque plutôt froids. Et donc c'est très frappant et on a l'impression que on voudrait traquer une sorte d'âme derrière ces effets-là, ces effets en surface. Il y a toujours une tentation donc du sérieux, de la gravité et je dirais de la philosophie en action. Il faut savoir qu'un des deux frères, Ethan Cohen, a fait des études de philosophie, a obtenu l'équivalent d'une maîtrise en philosophie avec un mémoire qu'il a fait sur la dernière philosophie de Wittgenstein. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une connaissance assez pointue de la philosophie, mais qui ne met surtout pas en avant dans les interviews. Et ce sérieux, cette gravité, ils se chargent très vite donc de la mettre en pièces dans les interviews, comme je disais, mais aussi dans leurs films. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'inoculer le poison du rire et de la comédie dans les veines un petit peu du sérieux et de la gravité. Comme s'il y avait là une sorte de pulsion, un besoin impérieux, presque une pulsion infantile de destruction qui se traduit généralement par la prégnance et l'insistance à faire de l'humour noir. Dans leur cinéma, les gens se blessent, les gens tuent, les gens meurent, mais à chaque fois, on en rit un peu et souvent beaucoup. Du coup, c'est un peu ce qui fait que l'amour qu'on peut porter à leur cinématographie finit un jour par s'épuiser. On commence à en avoir un petit peu marre des blagues de potache, marre de ces personnages figurines qui ne semblent exister que pour prendre des coups ou alors signifier l'idiotie de l'humanité. Marque aussi de cette mécanique scrupuleuse de la mise en scène qui jette le moindre bout de vie dans une horlogerie ricanante et morbide. Et c'est ça, en fait, le côté malin des frères Cohen, le côté malin dont je parlais au tout début. C'est cette énergie qu'ils ont à nous lancer des hameçons pour finalement nous rejeter sur le rivage du sens, les pieds dans une espèce de boue, comme ça, grumeleuse, d'un absurde tellement ricanant qu'il en devient, on se dit qu'il est un peu trop commode. C'est facile de ricaner tout le temps, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez dire? On a envie de leur poser la question. Parce que eux, tout ce qu'ils disent, c'est non, tout ça, c'est qu'une blague. Nous faisons des blagues, nous n'aimons que le spectacle, nous sommes des entertainers, et voilà tout. Il n'y a pas autre chose à chercher. Donc, il y a un sentiment paradoxal autour de leur cinéma qui est à la fois cette espèce de mécanique très forcée du rire, du spectacle, et qui vient en droite ligne du film d'animation, qui est associé aussi à un sentiment d'inachevé du sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours vers la fin de leur film, on a bien compris l'histoire, ce qui est arrivé au protagoniste, mais il y a eu d'autres éléments hétérogènes à l'histoire qui nous ont laissé un peu perplexes. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on a vu exactement qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire en fait?
Et donc est arrivé Inside Llewyn Davis après tout ça, et qui pour le coup me semble un film beaucoup plus posé, même si ça conserve les effets de boucle, la question du destin qu'on trouve dans toute leur cinématographie, mais il y a cette image hivernale qui tranche avec toutes les films précédents. Il faut savoir que Inside Llewyn Davis, le chef opérateur, c'est Bruno Delbonnel, c'est un chef opérateur français, c'est la première fois qu'il travaille avec eux. Et il a fait une image très 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 différente de l'image habituelle des films des frères Cohen, qui est habituellement leur chef opérateur s'appelle Roger Deakins, c'est un très grand chef opérateur américain qui fait une image vraiment qui est très liée à l'Amérique, qui est très, enfin une image qui ressemble beaucoup au tableau d'Huppert, par exemple. Ouais, voilà. Et là, dans Inside Llewyn Davis, c'est une image qui est presque vue, où les paysages new-yorkais sont presque vus à travers une vitre embuée, en fait. Et c'est très, ça se passe en hiver, mais il y a un côté automnal, automnal plus le froid, pluvieux. C'est une image très très particulière, très mélancolique en fait. Et c'est la mélancolie qui innerve tout le film, alors qu'on n'est pas très habitué à ça dans leur cinéma. Même si on peut en repérer les traces dans d'autres films précédents, et notamment, je pense à un film de studio, le remake le western qu'ils ont fait, True Grit, qui pour le coup est un film très, très sombre, très hanté, et beaucoup moins, qui démarre avec des éléments de comédie, mais qui les abandonne très vite. Euh, donc, la question que je me pose, je me suis posé autour de ce cinéma-là, c'est pourquoi en fait ils veulent tout le temps planquer cette espèce de mélancolie, cette espèce de tristesse insondable qui peut y avoir, qui peut courir un petit peu à l'intérieur du film, de leur film. Parce qu'en fait, ils se moquent, ils adorent se moquer de leurs personnages, de la croyance de leurs personnages, de l'idée qu'il y a une sorte de plan divin, et aussi ils se moquent de nous, les spectateurs. Alors, pourquoi ils se moquent de nous? À la sortie de Fargo, enfin, quand on voit Fargo, qui date de, je sais plus, 2000, bon, non, non, pardon, pas 2000, 1994, je crois. Quand Fargo est sorti, il y a un carton qui ouvre le film qui dit: Ceci est une histoire vraie. Les événements racontés dans ce film eurent lieu en 1987 dans l'État du Minnesota. À la demande des survivants, les noms ont été modifiés et par respect pour les morts, tout le reste est conforme à la réalité. Le film est donc tiré d'un fait divers sanglant sur l'enlèvement d'une femme organisé par son propre mari qui voulait récupérer l'argent de son beau-père. Voilà. Euh, à la sortie, à la sortie du film, un journaliste est allé enquêter dans le Minnesota sur ce fait divers. Il est resté une semaine dans la communauté de Fargo. Voilà, il est resté une semaine, il a enquêté. Il est rentré, il a dit voilà, ce fait divers n'a jamais eu lieu. C'est une invention, c'est totalement bidon. Ils ont bidonné le truc. Voilà. Et donc là, pour le coup, ils se sont vraiment moqués des spectateurs, quoi. Je vais vous amener vers un fait divers, vers un film très sombre, et en fait, on a totalement bidonné le truc, Voilà. Donc, la question, c'est de qui se moquent les frères Cohen et pourquoi se moquent-ils? Et on va commencer d'abord par un extrait de A Serious Man, qui est leur film peut-être le plus limpide sur leur cinématographie. No, Rabbi Nachman. Comes and he sits right where you're sitting right now. What does it mean, Rabbi? Is it a sign from Hashem? Help me? I, Sussman, should be doing something to help this guy. Doing what? The teeth don't say. Or maybe I'm supposed to help people generally lead a more righteous life. Is the answer in Kabbalah and Torah? Or is there even a question? Tell me, Rabbi, what can such a sign mean? So, what did you tell him? Sussman? Yes. Is it relevant? Well, isn't that why you're telling me? Okay. Nachman says, look, the teeth, we don't know. Aside from Hashem, don't know. Helping others. Couldn't hurt. No, but who put it there? Was it for him, Sussman, or for whoever found it, or for just for? We can't know everything. It sounds like you don't know anything. Why even tell me the story? Voilà. Donc, c'est donc tiré de A Serious Man, qui est un film assez récent, leur avant-avant-dernier film,
et qui probablement qui a la veine la plus alors ils se racontent très peu dans les interviews et dans leur cinéma, et ça c'est une veine très autobiographique. Ça se passe exactement là où ils ont vécu leur enfance. Ils ont grandi, été scolarisés dans une école juive, mais ça ne transparaissait pas du tout jusqu'à présent dans leur cinéma, et surtout dans leur premier film. Et là, pour le coup, c'est par contre très, enfin, c'est évident, puisque c'est l'histoire d'un professeur de mathématiques qui est juif lui-même et qui vit dans une communauté juive, dans le Minnesota. Et qu'est-ce que nous dit cet extrait, en fait? Il nous dit quasiment, il nous donne le mode de lecture de leur cinéma, en fait. Il nous dit, à quoi bon raconter tout cela? Pourquoi il y a tous ces signes? Et est-ce que ça vaut le coup d'employer différentes formes d'exégèse, de se lancer dans des lectures critiques, qu'elles soient archéologiques, analytiques, ou même fouiller dans les arcanes savantes avec la Kabbale? En fait, non, à la fin, on ne saura rien. Il faudra, pour mieux dormir, se fabriquer soi-même son petit kit d'interprétation, un peu mal fichu, mais qui a le don, en tout cas, de vous contenter. C'est-à-dire qu'il faut prendre la phrase au pied de la lettre et agir en fonction du sens le plus évident, du sens en surface, sans vouloir aller au-delà ou en deçà. Donc il faut avancer un petit peu horizontalement dans leur cinéma plutôt que de traquer les petits secrets. Et en fait, tout ça, c'est lié au fait que dans le cinéma des frères Cohen, il y a un principe d'idiotie fondamentale. Alors, idiotie des personnages, des plus aphasiques aux plus bavards, mais aussi une idiotie des signes. Et quand je dis idiotie, c'est pas exactement la bêtise, c'est l'idiotie vraiment. C'est-à-dire la singularité plate des significations, des choses, des événements et des êtres. À l'origine, le terme idiot signifiait ce qui était simple, particulier ou unique. Ce n'est que plus tard qu'en fait on l'a associé au terme bête, crétin, voilà. C'est donc pas tout à fait la bêtise, l'idiotie. On peut même dire que la bêtise s'oppose à que l'idiotie s'oppose à la bêtise. L'idiot croit ce qu'il voit, c'est-à-dire on voit des signes derrière les dents, bah, ça veut juste dire aidez-moi, voilà, il y a rien d'autre à chercher. Alors que l'idiot croit ce qu'il voit, il comprend ce qu'il entend, il ressent ce qu'il goûte. Le bête, le crétin des Alpes, je vais dire, au contraire, ne cesse de mettre dans un mot ou dans une chose ce qui n'y est pas. Il essaie d'être celui qui interprète et qui s'enferme dans cette interprétation. C'est un peu Bouvard et Pécuchet, en somme. La bêtise, contrairement à l'idiotie, elle se déploie toujours sur un fond d'intelligence, alors que l'idiotie n'a pas besoin du tout de l'intelligence. Du reste, il faudrait du coup affiner un peu les personnages qui sont courants dans la cinématographie des frères Cohen et faire la part entre les vrais idiots et les bêtas. Alors, les vrais idiots, la plupart du temps, c'est les avares de parole. Et les vrais bêtas, généralement, ce sont les bavards impénitents qui se saoulent de mots et d'expressions alambiquées, comme dans The Lady Killers. Il y a le personnage qui est joué par Tom Hanks, qui joue un faux professeur d'université, en fait un vrai voleur, et qui n'arrête pas de se saouler de mots, de saouler les gens de mots avec un accent, on va dire un accent un peu anglais, britannique, pour faire chic et bon genre. Et ben lui, c'est vraiment pas l'idiot, c'est le bête. Voilà, il interprète tout le temps. Et cette opposition entre l'idiot et le bête, on la voit de la manière la plus nette dans Barton Fink. Barton Fink, c'est un film qui porte comme titre le nom du personnage principal, qui est un écrivain, un dramaturge new-yorkais, épris de romanesque social, une sorte de conscience de gauche dans les années 40, en fait, et qui ne cesse pas de jacasser sur ses tourments d'intellectuel. Et il est appelé par Hollywood, suite à un succès de sa pièce de théâtre, pour écrire des scénarios sur les films de catch, avec Wallace Berry. Alors il faut savoir que les films de catch à Hollywood n'ont jamais existé. C'est pas un genre qui existe. Il y avait les films de boxe, donc des films sociaux, mais les films de catch, c'est vraiment une invention totalement des frères Cohen. Et ben Barton Fink n'est pas du tout idiot. C'est un intellectuel, mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il est bête. C'est vraiment le crétin des Alpes. Il aime bien respirer l'air des auteurs intellectuels pour faire tonner sa bêtise. Il pérore, mais il pérore dans le vide. Alors là, c'est l'extrait numéro 2. Pretty well established in New York. Some renown there. Oh, it's an exciting time then. Well, I'm not the best red mug on the planet, so I guess it's not surprising I didn't recognize your name. Jesus, I feel like a heel.
That's okay, Charlie. I'm a playwright. My shows have only played New York. The last one got a hell of a write-up in the Herald. I guess that's why they wanted me in. Hell, why not? Everyone wants quality. Well, what kind of venue, that is to say, thematically, What do I write about? caught me trying to be fancy. Yeah, that's it, Bart. Well, that's a good question. Strange as it may seem, Charlie, I guess I write about people like you. The average working stiff, the common man. Well, ain't that a kick in the head? Yeah, I guess it is. But in a way, that's exactly the point. There's a few people in New York, hopefully our numbers are growing, who feel we have an opportunity now to forge something real out of everyday experience. Create a theater for the masses based on a few simple truths, not on some shop-worn abstractions about drama that don't hold true today if they ever did. I don't guess this means much to you. Hell yeah, I could tell you some stories. And that's the point, that we all have stories. The hopes and dreams of the common man are as noble as those of any king. The stuff of life, why shouldn't it be the stuff of theater? And God damn it, why should that be such a hard pill to swallow? Don't call it new theater, Charlie. Call it real theater. Call it our theater. I can see you feel pretty strongly about it. Well, I don't mean to get up on my high horse, but why shouldn't we look at ourselves up there? Who cares about the 5th Earl of Bastrop and Lady Higginbottom and who killed Nigel Grinch Gibbons? I can feel my butt getting sore already. Exactly, Charlie. You understand what I'm saying a lot more than some of these literary types because you're a real man. And I can tell you some stories. Sure you could, and yet many writers do everything in their power to insulate themselves from the common man, from where they live, from where they trade, from where they fight and love and converse and so naturally their work suffers and regresses into empty formalism and, well, I'm spouting off again, but to put it in your language, the theater becomes as phony as a $3 bill. Well, I guess that's a tragedy right there. You're all right, Charlie. I'm glad you stopped by. I'm sorry if I line up sometimes. I run off. Well, Christ, if there's any way I could contribute or help or whatever. Sure, Charlie, you can help by just being yourself. Well, I can tell you some stories. And look, I'm sorry as hell about the interruption. Too much revelry late at night, you forget there's other people in the world. Voilà. Alors là, on a quand même l'exemple parfait du crétin, c'est-à-dire qui n'arrête pas de parler, qui parle tout seul en fait, et qui n'écoute jamais. 3 fois, il est interrompu par son voisin d'hôtel, qui lui dit mais moi j'en ai des histoires et il n'écoute pas alors que c'est justement son problème dans le film, c'est qu'il n'arrive pas à raconter, il n'arrive plus à raconter des histoires, mais comme il n'écoute pas, comme il préfère s'entendre parler tout le temps, et ben voilà, il va lui arriver des bricoles. Et ce qu'on voit là avec une fois que son voisin quitte la pièce, c'est que très vite il commence à avoir des signes dans sa chambre. Plus loin dans le film, on le verra ouvrir la Bible, les fameuses Bibles King James qui sont dans les chambres d'hôtel américaines, et il tombe sur le livre de Daniel, le passage où le roi Nabuchodonosor exige des Chaldéens, et de Daniel en particulier, qu'il lui livre le secret de son rêve, sous peine de les décapiter. Et c'est ça exactement la peur panique de l'homme assommé par son savoir et sa culture, comme Barton Fink. C'est d'interpréter les signes qui l'assaillent et le font délirer avec une telle exigence, une telle avidité, qu'on finit par être prêt au meurtre pour y arriver. On est prêt à la décapitation. Comme celle, alors je ne sais pas si tout le monde a vu le film, mais à un moment, il y a une jeune femme qui va venir l'aider pour écrire son scénario. Ils vont passer la nuit ensemble et le lendemain matin, il va la trouver morte.
son voisin va se débarrasser du corps, l'aider à se débarrasser du corps, et lui ramener, avant de partir, une boîte dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, en lui disant « tu me conserves cette boîte ». Évidemment, ce qu'on ne cesse pas de penser, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il y a la tête de la jeune femme. Et en fait, c'est exactement ça. Cette boîte vide devient un ensemble que le crétin des Alpes remplit d'une multitude de signes possibles. Il n'arrête pas de délirer là-dessus. Et en fait, alors qu'il n'y a pas de mystère. Les mystères, ce sont des boîtes vides ou juste des images dont le sens se déploie de manière mutique. Il n'y a rien à comprendre. Tout est là. Et Barton Fink, c'est exactement ça. C'est le film d'une panique. Quand tout semble parler, les voisins, le papier peint au mur, les tuyauteries d'un hôtel, une boîte vide, le tableau énigmatique qu'on voit là et qui est accroché au mur et qui va finir par devenir une image du film dans lequel va pénétrer Barton Fink à la fin. Donc en cherchant à tout prix à remplir le vide du signifiant, d'une pluralité de significations possibles, le crétin à la sauce Cohen se laisse gagner par l'angoisse. L'idiot, lui, au contraire, de l'homme de culture, du savant crétin, de l'éternel jacasseur, il avance tranquillement avec les signes, il ne se pose pas de questions. Et même, il produit une sorte de simplification du sens en réduisant un signe ouvert à une signification univoque. Les signes produisent quelque chose de simple. Le risque, cependant, c'est que chacun pourra y mettre un sens différent, ce qui pourra produire à l'occasion une confrontation violente entre les deux idiots, qu'une univocité de sens en rencontre une autre, et alors elles se disputent. Et là, je passe tout de suite à l'extrait 3. Everett, My hair. look at this. Pete! Go ahead! Pete! Oh, you ain't got time for hide and seek! Oh, you ain't got time for your shenanigans! Sweet Jesus, Everett. They left his heart. Can't you see it, Everett? Them sirens did this to Pete. They loved him up and turned him into a horny toad. Pete! 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 Pete, it's me, Delmar. It's me, Delmar. Everett. Man, what have you got in the hole? What? That ain't nothing but a damn toad. No, you don't understand. That's Pete. You know these things give me warts. End of the lesson. Voilà. On pourrait dire donc que le crétin chez les Cohen, c'est celui qui souffre d'une angoisse paralysante devant la signification des choses, alors que l'idiot est celui qui avance sans se poser de questions, en réduisant la pluralité des significations, la pluralité sémantique du monde, à une univocité du sens. Il poursuit donc un objectif fixe, ce qui l'amène à écarter toute question qui fasse obstacle à ce but. L'idiot est celui que n'arrête aucune question puisqu'il en connaît les réponses. Ce n'est pas qu'il sait grand-chose, mais que le peu qu'il sait, ça lui suffit, ça le contente. Et du coup, lui donne une capacité d'action que les autres personnages torturés n'ont pas. Du coup, l'idiot, contrairement au crétin, c'est un homme d'action.
Un homme qui désire et se fixe des objectifs, ce qui correspond finalement assez au personnage qui est tant vanté par le cinéma hollywoodien dans ses scénarios, l'idée qu'un personnage, un héros, ça doit désirer quelque chose, se fixer un but et l'atteindre. Et c'est comme ça qu'on met en branle une histoire au sein d'Hollywood. Et ben, chez les Cohen, ce type-là, c'est typiquement l'idiot. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous mettre un extrait, mais j'ai peur que ça prenne trop de temps, donc je vais passer, je vais avancer sur cette idée du cygne et de l'idiot encore. Et donc l'idiot étant l'homme d'action, le cygne, pour lui, devient un gage de réussite. C'est ce qui permet d'avancer dans la vie et dans ses aventures, en fait. C'est aussi une réussite sociale, du moins en apparence. Car s'il y a un motif récurrent dans le cinéma des frères Cohen, c'est que cette poursuite du rêve américain, qui souvent se transforme en fait en avidité, conduit irrémédiablement vers des échecs sanglants. Plus leurs personnages veulent gagner, plus ils perdent. Et d'ailleurs, si je reviens toujours sur cette question du cygne, sur laquelle nous sommes, il y en a un qui a une valeur centrale dans leur cinéma, et ben c'est l'argent, le signe de la richesse et de la possession. Et c'est peut-être chez eux le signe qui est à la fois le plus fort et le plus vide. Le plus fort parce qu'il occupe la tête, il occupe l'esprit de leur personnage. Et il y a une réplique qui vient régulièrement dans le film The Big Lebowski, leur comédie à Los Angeles, avec The Dude, joué par Jeff Bridges. Where is the money, Lebowski? Et ça revient tout le temps, de manière récurrente dans le film. Où est l'argent, Lebowski? Et c'est une question qui revient même dans d'autres films, notamment Burn After Reading, leur comédie d'espionnage, où un des personnages n'arrête pas de demander où est l'argent. C'est une question donc importante parce que l'argent est important. En fait, où est l'argent? C'est parce que c'est le signe le plus vide, l'argent, et donc aussi le plus volatile. Dans leurs films noirs, je pense notamment à Fargo, donc l'argent de la prise d'otage, un moment est enterré. Et progressivement, cet argent, on l'oublie. Tous les personnages l'oublient, le spectateur l'oublie, il est enterré et personne n'y va, ne va voir où il est. Et donc, généralement, et c'est un truc qui traverse un peu leur cinéma, c'est que le magot disparaît du film. Le récit ne s'en préoccupe plus. Là, en fait, l'argent n'aura jamais servi qu'à une forme pour catalyser les énergies des protagonistes, avant que ces énergies n'aient plus besoin de ce carburant pour frapper les personnages les uns contre les autres. Donc ça, c'est un élément central de leur cinéma. Quand un idiot touche à l'argent, en fait, il risque très gros. Il risque une punition dont on ne sait au juste quel en est l'auteur. Maintenant, je reviens encore sur cette distinction, je sais que j'insiste, entre l'idiot et le crétin, parce qu'elle mériterait quand même d'être affinée, ou même amendée. Dans Burn After Reading, qui est donc tout à la fois une parodie des films d'espionnage et une comédie du démariage, je dis ça par référence à ce qu'est la comédie du mariage, c'est un genre que le philosophe américain Stanley Cavell a mis en exergue en voyant qu'en fait, dans certaines comédies hollywoodiennes classiques des années 30-40, mettent en scène deux protagonistes qui sont d'anciens mariés femmes qui vont se retrouver et se remarier. Mais pour cela, ils auront dû traverser des épreuves où chacun s'améliore. Voilà. Et Burn After, et c'est tout un corpus de films dont les frères Cohen ont fait leur miel. Et dans Burn After Reading, par contre, ils font l'inverse de ça. Il faut une comédie du divorce, en fait, une comédie du démariage, où les gens ne s'améliorent pas, mais ne font qu'empirer, en fait. Ils sont de plus en plus bêtes et de plus en plus idiots. D'ailleurs, il y a un personnage d'idiot qui est joué absolument délicieusement par Brad Pitt. Je ne sais pas si vous avez vu Burn After Reading. Les frères Cohen lui avaient demandé de trouver l'idiot en lui. Et on peut dire qu'il l'a trouvé, mais alors ça a été et la réussite est éblouissante. C'est vraiment un idiot parfait. Mais justement, sur ce personnage qui est joué par Brad Pitt, d'idiot, c'est vraiment un idiot, un signe univoque pour lui. Confronté dans cette toile d'araignée de signes paranoïaques du film d'espionnage, cet idiot va vouloir jouer au crétin. C'est-à-dire au savant, comme s'il savait en fait, d'en savoir un peu plus que les autres, ou du moins il affecte d'en savoir un peu plus que les autres. Donc il essaie d'occuper une position de type au fait des différentes manipulations. Et ce faisant, il se retrouve au mieux donc dans la position du crétin, du type qui pérore dans le vide. Et évidemment, tout cela finit très très mal pour lui, puisqu'il s'est trompé de place en fait. C'était pas la bonne place. C'est un idiot, il aurait dû rester idiot. Il a voulu jouer au crétin, il est mort. Voilà. D'ailleurs, on peut dire.
C'est un film où d'ailleurs où ça finit mal pour tout le monde, hein. C'est un film où des crétins s'affrontent à des idiots sous le regard perplexe de la CIA, qui d'ailleurs à la fin n'y comprendra rien. Alors d'ailleurs je vais passer ce petit extrait qui dit bien ce que je tiens à dire sur les idiots et les crétins. Donc dans Burn After Reading. And you are my wife's lover? No. Then what are you doing here? I know you. You're the guy from the gym. I'm not here representing our bodies. Oh, yes. I know very well what you represent. You represent the idiocy of today. I don't represent that either. Yeah. You're the guy at the gym when I ask about that moronic woman. She's not a moron. You're in league with that moronic woman. You're part of a league of morons. No. Oh, yes. You see, you're one of the morons I've been fighting my whole life. My whole fucking life. But guess what? Today, I win. Et donc voilà une histoire d'idiots et de crétins qui finit par des coups de hache. Le film Burn After Reading est le troisième film d'une trilogie qui s'appelle la trilogie des idiots, où joue à chaque fois Georges Clooney, qui à un moment s'est plaint en disant j'en ai marre de jouer les rôles d'idiots dans vos films, mais il revient à chaque fois, hein, et visiblement ça lui fait plaisir. Le premier dans lequel il est joué de cette trilogie, c'est Oh Brother, Where Are You? Le titre du film vient en droite ligne d'un classique de Preston Sturges qui est réalisé en 1941, qui s'appelle Les Voyages de Sullivan. Le film de Sturges racontait l'histoire d'un célèbre réalisateur de comédie qui était saisi par le désir de réaliser un drame à caractère social pour parler du petit peuple américain, des pauvres et des exclus. Donc à cet effet, il entreprend d'aller lui-même sur les routes pour découvrir un peu ce que c'est que ce peuple, parce que lui, il vit à Hollywood richement, tranquillement, voilà. Et donc il se dit qu'il est temps qu'il connaisse un petit peu ce qu'est la pauvreté aux États-Unis. Évidemment, il ne cesse dans son entreprise d'être ramené à Hollywood. Il n'arrive pas du tout à aller sur les routes comme il entend le faire. Mais en fait, après toute une série de quiproquos et d'épreuves, il finit par être emprisonné au milieu de marginaux, oublié à Hollywood, on le croit mort, et de vivre donc finalement la condition dont il voulait rendre compte. Ce sera alors l'occasion, au cours d'une projection organisée pour les prisonniers, de se rendre compte qu'en fait, ce que réclame ce petit peuple américain, ce ne sont pas des drames sociaux en fait, qui n'intéresseront que la bourgeoisie hollywoodienne. Ce que réclame ce petit peuple américain, ce sont des comédies. Et donc il abandonne totalement son projet de faire Oh Brother, Where Are You? Et rentre à Hollywood en se disant je vais faire des comédies. Donc on voit là ce qu'on voit dans cette reprise du titre par les frères Cohen, c'est d'une part le fait qu'ils adorent les références au cinéma classique, c'est même un moteur de leur cinéma, et qu'en fait ils font une sorte de reprise modernisée du cinéma de Preston Sturges. Ils décident à la fois, et c'est très ironique, à la fois de tourner le film que ne voulait pas tourner Ed Sullivan, donc le cinéaste, et en même temps d'en appliquer les leçons, c'est-à-dire qu'ils en font une comédie qui traverse l'État du Mississippi dans les années 30, au moment de la Grande Dépression, pour finalement accomplir le vœu de Ed Sullivan, mais l'accomplir en réalisant une comédie. Il y a une sorte donc de processus ironique habituel chez les frères Cohen. Mais derrière cette accumulation référentielle, il y a aussi la volonté d'à la fois retranscrire une veine sociale sur l'Amérique, avec ses pauvres et ses populations noires, tout en maintenant l'exigence de la comédie.
Dans ce film, Au Brother, Where Are You, George Clooney joue le rôle d'un avocat, mais d'un faux avocat, un phony, comme ils appellent ça souvent, comme l'expression revient souvent dans le cinéma des frères Cohen. Donc phony, on entendait Barton Fink en parler, c'est l'imposteur en fait, c'est un peu le faux, voilà. Dans le film suivant, Intolérable cruauté, il joue un avocat, mais un vrai cette fois-ci, c'est-à-dire qui a le droit d'exercer. Et c'est quelque chose qui est intéressant, cette idée que à chaque fois, sauf dans Burn After Reading, mais il y a aussi c'est un peu lié au juridique aussi, Burn After Reading, George Clooney joue un juriste, quelqu'un qui se prétend dicter, enfin interpréter les lois. Parce que le bavardage chez les personnages qu'il interprète, et contrairement à celui de Barton Fink, ou même le personnage de Hyde dans Raising Arizona, qui est aussi un parleur, où là, les personnages ne cessent de se poser des questions, en fait. Donc Barton Fink, c'est celui qui est paralysé par toutes les questions qui se posent. George Clooney, lui, ne se pose pas de questions, il interprète tout le temps les réponses, en fait. C'est un beau parleur qui tient à rester un idiot. C'est là où je voulais apporter en fait une nuance. En fait. Parfois, un idiot est aussi un parleur, un jacasseur. Il cherche à ne pas se laisser abuser par la folie des signes. Il ne veut pas croire autre chose que ce qu'il voit, comme dans O Brother, le fait qu'un crapaud, c'est un crapaud, ou ça pourrait être la réincarnation de son camarade d'évasion. Non, un crapaud, c'est un crapaud. Et puis voilà. Il n'y a pas de miracle non plus. À un moment, il tombe sur une communauté qui baptise dans les eaux d'une rivière, et lui est un incroyant radical. Il se moque de ses camarades qui veulent absolument se faire baptiser. Alors bien évidemment, comme toujours chez les Cohen, il y a un processus ironique, et le film finit par un peu démentir sa volonté de simplicité. Mais alors si je reviens sur la question de départ, sur l'idée que rien ne fait sens, qu'il faut de la simplicité, on peut se demander quand même pourquoi les Cohen continuent à appliquer l'ironie là-dessus, puisqu'on pourrait dire finalement qu'ils se moquent de ceux qui croient au miracle, qui investissent les signes, qui racontent n'importe quoi, etc. On comprend très bien. Mais alors pourquoi ils se moquent de l'inverse, de ceux qui justement ne veulent pas croire au miracle? En fait, c'est parce que ceux qui ne veulent pas croire au miracle, et la façon dont ils montrent le personnage de George Clooney, aussi bien dans O Brother que dans Intolérable cruauté, c'est que s'ils ne veulent pas croire au miracle, c'est pour instituer un ordre eux-mêmes. Ils ne se contentent pas de refuser l'idée d'un ordre supérieur qui serait drapé dans ces mystères, ils veulent en créer un eux-mêmes. Et donc c'est guère étonnant que le personnage de George Clooney à chaque fois soit un avocat ou un qu'il prétend. Parce que en fait, peu importe que le personnage ait le droit ait le droit ou pas d'être avocat, hein, c'est pas ça qui compte, puisqu'en fait le système juridique pour les frères Cohen, ça n'est jamais qu'une convention. Alors après, une convention plus ou moins légalisée, mais bon, c'est une convention. Et justement, le droit n'est qu'un artifice, une prétention à ordonner le monde selon des préceptes nébuleux, en tirant la couverture du langage à soi. Alors, j'emploie à dessein cette idée de tirer la couverture du langage à soi, parce qu'il est patent que dans ce cinéma-là, personne n'arrive à se faire comprendre simplement. Les personnages, quand ils dialoguent, n'arrêtent pas de répéter les mots, les autres n'arrêtent pas leur interlocuteur n'arrête pas de leur poser des questions. Il y a une compréhension mutuelle en permanence. Il y a une sorte de ce que j'appellerais le babélisme foisonnant. Dans chaque dialogue semble se construire sur des malentendus ou des demandes d'éclaircissement. On fait donc beaucoup répéter son interlocuteur, ou bien lui-même se répète beaucoup. Ce babélisme est en fait essentiellement fondé chez eux sur un particularisme régionaliste des accents, des formes idiomatiques de la langue anglaise. On leur a parfois d'ailleurs reproché cet aspect folklorique de leur personnage. À la sortie de Fargo, les habitants du Minnesota, ils ont grandi dans le Minnesota eux-mêmes. Hein. Ces habitants se sont plaints d'être caricaturés dans leur façon de parler. Les personnages principaux n'arrêtent pas de dire « jeez » ou alors, au lieu de faire « yes », ils font « yeah, yeah, yeah » comme ça. Et ça devient, c'est vraiment un processus qu'ils utilisent à plein et qui devient presque grotesque, à la limite du grotesque. Alors, c'est une règle générale qui vaut pour tous leurs films, leur goût des accents particuliers, des intonations originales, des tournures de phrases un peu usitées. Et c'est un goût qu'ils ont très tôt entretenu quand ils se sont retrouvés à New York pour scénariser leur premier film qu'ils ont eux-mêmes autoproduit en allant chercher une liste de généreux donateurs particuliers.
Et en fait, ils ont passé leur journée dans les diners new-yorkais pour essayer de capter les accents. New York étant une ville très cosmopolite, avec toutes sortes d'accents, à la fois américains et étrangers, ils ont passé leur temps à essayer de capter ces accents-là, ces expressions particulières. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils n'ont jamais fait que filmer l'Amérique, hein. C'est vraiment des cinéastes américains qui filment les différents États d'Amérique. Alors, il y a le Minnesota essentiellement, il y a eu le Texas, il y a eu New York, il y a eu Los Angeles aussi. Mais en fait, ce qui montre de l'Amérique, c'est comme un monde, en fait. C'est comme un monde de personnages différents, d'accents différents. C'est comme le monde de la création, qui porte des langues différentes. Il y a un truc qui est très amusant dans la bande-annonce de leur prochain film qui s'appelle El César, donc qui sortira dans une semaine, je crois, ou je sais plus, et qui passera ici. Ils ont monté une petite, pas la bande-annonce principale, ils ont monté une autre petite bande-annonce où on voit un réalisateur à Hollywood dans les années 40 faire répéter un comédien une phrase qu'il n'arrive pas à dire. Et il le fait répéter avec ce qu'on appelait à l'époque le mid-accent atlantique. Le mid-Atlantic accent. C'est-à-dire que c'était un accent qui était à la fois entre l'accent new-yorkais et l'accent britannique, qui était inventé de toutes pièces par les studios pour être compris par l'ensemble du public et qui évitait d'avoir des accents texans, des accents de l'Arkansas, voilà. Et donc, il joue là-dessus, ce cinéaste fait répéter son garçon vaché, qui est en fait un garçon vaché qui est devenu comédien, et qui est incapable d'avoir cet accent-là. Et ça donne une sorte de scène comique autour justement des problèmes d'accent. Et vraiment, c'est comme si le mid-Atlantic accent, donc l'accent inventé par le Hollywood classique, était une sorte d'espéranto qui permettait de réunir enfin l'éparpillement, les langues éparpillées à travers le monde depuis l'effondrement de la tour de Babel. Là, c'est une insiste donc sur la question de la langue, mais je vais revenir sur la question du droit, et en vous passant un extrait de leur film qui s'appelle The Man Who Wasn't There. They got this guy in Germany, Fritz something or other. Or is it? Maybe it's Werner. Anyway, he's got this theory. You want to test something, scientifically. How the planets go around the sun, what sunspots are made of, why the water comes out of the tap. Well, you got to look at it. But sometimes you look at it, your looking changes it. You can't know the reality of what happened or what would have happened if you hadn't stuck in your own goddamn schnoz. So there is no what happened. Looking at something changes it. Call it the uncertainty principle. Sure, it sounds screwy, but even Einstein says the guy's onto something. Science, perception, reality, doubt, reasonable doubt. I'm saying sometimes the more you look, the less you really know. It's a fact. A proved fact. In a way, it's the only fact there is. This Heine even wrote it out in numbers.
Burns? Subject, David Allen Brewster. Born Brooklyn, 1911. Subject, educated in public schools, 1 year, Case Western University, flunks out. 1931, retail appliance salesman in Barnhorst Department Store, Cincinnati. 1933, meets Ann Needlinger. They married that year. 1935, arrested on assault complaint. Complainant is a broken nose, couple of broken ribs. 36, another assault beef at a barroom altercation. Yeah. Couple of fistfights, right? Go to his service record. Inducted March 15, 1942. Served in a clerical capacity in the U.S. Navy shipyards in San Diego. One fistfight, broken up by the MPs, no court-martial, honorable discharge, May 8, 1945. Since then, he's been clean. Thank you, Burns. Get lost. So, this could be your Dolly's ticket out of the death house, so. I don't get it. Look, chum, this is a guy, from what I understand, told everybody he was a war hero, right? Island hopping, practically liberated the Pacific all by himself with a knife in one hand, a gun in the other, and 20 yards of Jap guts between his teeth. And now it turns out this dope spent the war sitting on his ass in some boatyard in San Diego. You asked for blackmail? Mr. Hale, fellow well met, about to open his own business here, has been lying to everybody in this town for the last 4 years, probably including half the people sitting on that jury. Well, it finally caught up with him. Somebody knew his dirty little secret, just like your wife says. They called. They demanded money. Did Big Dave say he recently heard from an old friend? Did Big Dave mention it was something about his war service? I don't know. I wasn't there. You have to tell us. Maybe he specified. Maybe he didn't. I'm not putting words in your mouth. No. But the point is that this liar, this cynical manipulator, turns to you to help him out of his jam. Fat ass son of a bitch. So who actually... Who? Who? I don't know who. But the point is that if Mr. Prosecutor over there had devoted half the time he spent persecuting this woman to even the most cursory investigation of this schmo's past, then we might know who. But we can't know who. We can't know what really happened. Because the more you look, the less you know. But the beauty of it is, we don't gotta know. We just gotta show that, God damn it, they don't know. Because of Fritz. Or Werner, or whatever the hell his name is. Freddie Regenschneider sees daylight. We got a real shot at this, folks. Let's not get cocky. Coming out! Alors, pour replacer l'extrait, il s'agit donc d'un avocat là qui parle. La femme est inculpée de meurtre, du meurtre de son amant. Et à côté, c'est son mari, qui est en fait le véritable assassin de l'amant de sa femme. Mais elle ne le sait pas. Et donc, tout ce discours que tient l'avocat, il démarre en parlant du chat de Schrödinger, de la théorie quantique. Donc, le chat de Schrödinger, c'est tout simplement, pour simplifier, pour vraiment vulgariser la chose, selon le point de vue dans lequel on se place, un chat dans une boîte peut être mort ou vivant. Voilà. Et donc, il n'y a pas de réalité, il n'y a que des perceptions de la réalité. Alors, c'est une chose assez pratique pour un avocat d'avancer le chat de Schrödinger. Tout simplement, ça veut dire que la référence à la théorie quantique qui est utilisée ici sert, et qui va revenir dans le film que vous verrez plus tard, Serious Man, sert comme une sorte de fable sur l'équivocité non plus simplement du signe, mais du réel dans sa totalité. Le monde est ce que veut en percevoir, nous dit cet avocat.
Et les juristes, dès lors, s'affirment comme des prescripteurs de la réalité. D'une part, ils réfutent l'existence d'une loi du monde, une loi qui ordonnerait, un principe qui ordonnerait tout, et d'autre part, face à ce flottement du sens, ils décident eux-mêmes de dire ce qui est le vrai, ce qui est le faux, même si cette vérité est tout à fait relative. Et donc, ils mettent en jeu la confiance et la crédulité de leur interlocuteur. Ça explique la comédie du remariage qu'ils ont faite avec un Taylor à Cruauté autour du personnage de George Clooney, qui qui joue le rôle d'un avocat spécialiste en droit du divorce et du mariage, et qui en fait va tomber amoureux et se faire lui-même berner, alors qu'il a inventé pourtant un contrat béton, un contrat de mariage béton, qui permet justement d'éviter de se faire surprendre par des croqueuses de mari. C'est qu'en fait, le droit est lié à la question de la crédulité, de la confiance et de l'existence d'une certaine vérité, comme l'amour. À un moment, la rencontre amoureuse, qu'est-ce qui rend possible la rencontre amoureuse? C'est qu'on fait confiance à la personne dont on est amoureux. Faut-il faire confiance? Est-ce que finalement, est-ce qu'on a raison de vouloir inventer cette petite réalité en même temps, de vouloir se faire Dieu à la place de Dieu, mais un Dieu tout à fait relatif, parce qu'on changera de vérité selon les intérêts du moment? Et ben, chez les frères Cohen, je dirais non, faut faire très attention à ça. Parce que ce monde, cet univers où on constate l'absence de la loi, d'un principe supérieur, en même temps, il ne faut pas trop jouer avec ça. Et la Doris, donc la femme qu'on voit ici, la femme du barbier, en fait, du barbier du titre, qui est coiffeur, alors que le procès pour elle allait être gagné, comme le montrait le discours, la jacasserie de son avocat, ne se présentera pas à son procès. Pourquoi? Parce qu'elle se suicidera. Comme s'il y avait une forme de punition qui lui était tombée dessus. Il y a un arbitraire de la punition dans le cinéma des frères Cohen. On a démarré la discussion, l'intervention, avec l'idée que le monde était absurde, que c'était impossible de dire quel était le sens, la signification du monde. Et en même temps, les personnages des frères Cohen n'arrêtent pas d'être punis, comme s'il y avait quand même au-dessus de leurs épaules une loi qui leur interdisait de se comporter d'une manière déplaisante. Il faut qu'ils fassent attention. Alors, je commence un peu à employer des termes un peu vastes là, avec la loi majuscule qui s'impose sur les mots, on va dire l'humanité. Parce qu'il me semble que ce cinéma des frères Cohen ne s'intéresse donc pas qu'à l'Amérique, même s'il s'y déroule exclusivement, qu'il y a aussi derrière sa façade spectaculaire une petite idée métaphysique qui gronde. J'ai parlé du droit et de la façon dont les hommes de loi tentaient de définir des règles dans un monde qui n'était pas supposé en avoir. Et dès qu'on parle du droit, des lois, avec une forte teneur biblique, qu'on verra dans le film A Serious Man, le protagoniste n'arrête pas de répéter « Action have consequences ». Les actions ont des conséquences. Autrement dit, on ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire que derrière les lois, il y a donc une loi, un sens de principe supérieur ou de langage divin, qui, même si c'était absenté, continue pourtant de manifester des effets. Et il y a quelque chose qui est très frappant visuellement dans leur cinéma, c'est que quand arrive un coup du sort sur un des personnages, généralement c'est filmé par une violente plongée sur le personnage, comme si ça tombait du ciel, ça lui tombait dessus. Et ces personnages qui subissent tous les pires sorts, physiques ou moraux. Ils ne cessent de prendre des coups, des poings au visage, des balles dans la joue, des coups de batte dans le thorax. Ils sont humiliés, battus, abandonnés dans le froid et sous la pluie. Aucun sévice, aucune misère morale ne leur est épargnée. Qu'ils soient goy, juifs, gangsters irlandais des années 30 ou bien chanteurs folk des années 60, ce sont tous ce qu'on appelle ce que la tradition juive appelle des schlimassel, c'est-à-dire un personnage typique de cette culture qui attire sur lui les pires malchances. Parce que s'ils s'en sont longtemps cachés, l'univers des frères Cohen, il naît quand même de plein pied dans la culture juive. Il a longtemps semblé qu'ils ne s'en préoccupaient très peu, en fait. Et on était même à la limite de leur reprocher d'avoir des figures qui donnaient lieu à une forme d'antisémitisme, en fait. Il y a un personnage de juif dans leur troisième film, Miller's Crossing, qui s'appelle Bernie Birnbaum. Et ce personnage est une sorte de... C'est un
un parieur en fait qui gagne de l'argent sur les paris de courses de chevaux. Et il est joué par John Turturro. Et il est montré comme à la fois lâche, mesquin, fourbe, uniquement intéressé par l'argent. Et certains critiques aux États-Unis, au moment de la sortie du film, ont reproché au Cohen de vraiment jouer un peu avec l'antisémitisme. C'est la figure un peu archétypale du point de vue antisémite du juif. Bon, je crois que c'est vraiment un faux procès qu'on leur fait parce qu'en fait, c'est typiquement une figure qui appartient au genre du film noir et qu'ils ont utilisé. Parce qu'en fait, les vrais personnages juifs sont pas toujours juifs dans leur cinéma. Le personnage principal dans Miller's Crossing s'appelle Tom Regan, qui n'arrête pas de prendre des coups, et vraiment a un côté de Schlemassel, voilà, vraiment celui qui ramasse la malchance du monde, même s'il est très intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans ce cinéma? C'est qu'à la fois, il y a une absence de loi qui fasse sens, mais qu'il y a quand même la perpétuation des effets de cette loi sur les pauvres hommes. Et alors là, évidemment, on songe à Kafka. Kafka, auquel on aime bien rattacher l'univers des frères Cohen, mais alors de manière très en surface, en fait. Souvent, dans leur cinéma, il y a des plans au grand angle sur des immenses pièces. Au bout, il y a un bureau, et au bout du bureau, il y a un homme qui attend derrière le bureau. Voilà. Il y a aussi des figures de portiers, d'ascenseurs, des figures grimaçantes ou qui ont un masque. Bref. Il y a aussi des policiers qui à chaque fois sonnent aux portes avec des costumes, des chapeaux. Bref, c'est toute l'imagerie, on va dire, qui tourne autour de Kafka, même si c'est pas exactement ce qu'on trouve dans la littérature de Kafka, mais qui a été construite autour de cette littérature-là au cours du XXe siècle dans le cinéma. Eh bien, on la retrouve dans le cinéma des frères Cohen. Donc c'est pour ça qu'on a souvent pensé qu'il y avait un peu de Kafka, que c'était un peu Kafka. Il y a un Barton Fink qui a souvent été affublé de l'épithète de film kafkaïen, de film sur l'absurde. Donc, c'est vrai qu'en même temps, d'évidence, le récit des réalisateurs partage avec l'écrivain pragois une même idée de loi transcendante et dont on peine à connaître la source, locale comme temporelle. Mais alors, il me semble fouiller un petit peu plus ces motifs-là pour savoir qu'évaut ce parallélisme entre Kafka et l'univers des frères Cohen. Parallélisme qu'on voit autour de la loi et de la punition, mais loi dont on ne comprend pas le sens, dont on ne comprend jamais. En fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est un peu que la question que peuvent se poser les personnages des frères Cohen. Et pourtant, ils sont tout le temps punis. Il y a un truc qui est très frappant, c'est le remake de True Grit, donc le remake du film d'Hathaway, quand on essaie de faire une comparaison entre les deux films. En fait, le remake des frères Cohen est très proche du film d'Hathaway, sauf à la fin. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille dont le père vient d'être assassiné par un homme. La jeune fille a 14 ans et d'elle-même, de sa propre décision, décide d'engager un deputy marshal pour l'aider à aller traquer l'assassin de son père dans les territoires indiens et se venger. Pas faire justice, se venger. Elle est prête à le tuer pour ça. Et elle finira par le tuer. Sauf que immédiatement après cet épisode-là, elle est mordue par un serpent. Et elle sera sauvée par le député Marshall qui va lancer une cavalcade pour l'amener auprès d'un médecin qui va donc la sauver. Le film d'Hathaway, qui date de 1969, se termine sur un happy end. Elle rejoint sa famille, elle fait la bise au député Marshall, qui est joué par John Wayne, et tout est bien qui finit bien. Il y a un épilogue, par contre, dans le film des frères Cohen. On retrouve la jeune femme des années plus tard. C'est devenu une vieille fille et qui a perdu un bras, qui a été suite à l'amputation due à la morsure de serpent, et qui surtout est une vieille fille qui en fait n'a pas pu donner naissance à des enfants et qui n'a pas de mari. Et elle est montrée de manière très sèche, très froide, comme s'il y avait une sorte de punition divine pour avoir préféré la vengeance à la justice, pour s'être entêtée à vouloir la mort de l'assassin de son père, au lieu de s'occuper de son frère et de sa sœur. Alors il y aurait d'autres exemples de cet acabit à trouver dans les films, mais tous, à chaque fois, tous semblent indiquer, autour de la question de la loi et de la punition, un problème trouble autour de la sexualité et de la paternité. Même leur plus grosse comédie, la comédie la plus évidente qui est Arizona Junior, leur deuxième film, dans cette comédie-là, le personnage de Haï, qui est donc un ancien repris de justice qui se marie avec une policière,
ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, ils décident de voler un enfant à une famille qui vient d'avoir des quintuplés, en considérant que quintuplés, ils n'arriveront pas à s'en occuper, autant en prendre un. Ils en prennent un. Qui va déclencher une série de catastrophes. Mais la série de catastrophes, c'est peut-être moins le vol que le fait qu'à un moment, le personnage de Ai, se pose des questions sur est-il fait pour être père ? Il a une angoisse de la paternité. Il n'est pas sûr qu'en fait, il ferait pas mieux de rester un enfant parce qu'il est irresponsable. C'est quand même un repris de justice. À chaque fois qu'il passe devant une épicerie, il peut pas s'empêcher de prendre une arme, une fausse arme, je vous rassure, et de la braquer. C'est un gamin en fait. Et ce gamin, à partir du moment où il commence à se poser des questions, va déclencher une série de catastrophes. Il y a aussi dans Fargo quelque chose qui est très net et très précis. Donc Fargo raconte l'histoire de cet enlèvement d'une femme organisée par son mari et qui va déclencher une série d'assassinats parce que les affidés qui sont chargés de l'enlèvement sont vraiment des branquignoles, quoi. Ils sont vraiment très très maladroits et donc ils commencent par tuer 3 personnes en chemin. Du coup, une policière qui est enceinte, qui a la particularité d'être enceinte, va se mettre à enquêter, remonter à la source, et ça va déclencher un amoncellement de cadavres. Mais ce qui déclenche vraiment l'amoncellement de cadavres, à partir de quel moment la catastrophe s'enclenche dans le film, c'est à peu près vers les 2/3, c'est lié à une scène qui n'a absolument rien à voir avec le récit central. Cette policière enceinte jusqu'aux dents, vraiment on peut le dire, un moment reçoit un coup de fil d'un ancien camarade de lycée. Et elle décide d'aller le rencontrer donc dans une cafétéria. Ils se voient. Et là, ce camarade de lycée lui fait une drague, mais vraiment insistante. Et même qui est très malaisante, du coup. Comme s'il ignorait sa condition de mère à venir, en fait. Comme s'il ignorait le fait qu'elle était mariée, qu'elle allait avoir un enfant. Et c'est ça qui va en fait déclencher la catastrophe dans le film. C'est vraiment ça. Cet épisode qui n'a absolument rien à voir avec le récit est posé là, et à partir de ce moment-là, les morts vont commencer à s'empiler dans le film. Donc il y a vraiment quelque chose qui court à travers ce cinéma-là, qui est vraiment que la loi se déclenche dès qu'il y a un problème avec la sexualité, avec la paternité et avec l'idée de procréer. C'est pas simplement la sexualité, c'est la sexualité dans l'idée qu'elle amène à la procréation. Parce que il y a une autre forme de sexualité qui apparaît souvent dans les films des frères Cohen, c'est l'homosexualité, et qui est comme une sorte de refuge de la sexualité. On ne veut pas procréer, et ben du coup, il y a cette possibilité de l'homosexualité. Alors, pour donner l'illustration la plus nette de mes propos, parce que c'est toute une série d'exemples qui courent à travers les films, et je ne vais pas tous les montrer, mais il y a une scène qui est quasiment emblématique de leur cinéma, qui a été très forte, et qui est dans Barton Fink, que je vous montre tout de suite. Don't judge him, Barton. Don't condescend to him. I help Bill most by understanding him, by appreciating him. We all need understanding, Barton. Even you tonight. It's all you really need.
Donc je pense que l'extrait parle pour lui-même, hein, il est assez limpide de ce côté-là. Donc cette angoisse autour de la sexualité qui fait que ça provoque d'un seul coup la punition, la loi, le déclenchement de la loi, pour revenir à Kafka, c'est quelque chose dont on peut repérer aussi les traces, notamment dans un livre comme Le Procès, où on s'aperçoit que de manière récurrente, le héros, Joseph K., a une sorte de proximité très bizarre avec les femmes. D'abord avec sa logeuse, qui semble très émue par son sort. Ensuite avec sa voisine de pension, mademoiselle Bürstner, dont la chambre a été dérangée par les hommes venus arrêter Joseph K. le matin. Et c'est parce qu'elle a été dérangée que le soir même, Joseph K. est convoqué dans la chambre de cette demoiselle, alors que normalement une demoiselle ne fait pas venir les inconnus dans la chambre, hein. Et elle va entreprendre une séduction extrêmement audacieuse, mais qui va ne mener à rien. Ensuite, il y aura une femme d'huissier à l'audience, à la première audience à laquelle Joseph K. va se rendre, et qui va encore le draguer. Ensuite, il y aura une jeune fille qui est chargée d'être le garde-malade d'un avocat qui va le draguer, sauf qu'à chaque fois, il ne se passe rien. Comme si Joseph K., son problème, c'est qu'il était désiré par toutes les femmes, mais qu'il en avait une absolue angoisse, une absolue crainte. Et c'est même à se demander si cette idée de son accusation, dont on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants, et qui amène à sa mort à la fin, hein, n'est pas liée au fait qu'il se refuse aux femmes. Voilà. Donc c'est un peu bon, je ne prétends pas faire une analyse inédite, hein, du procès, mais en tout cas c'est quelque chose qui est repérable. Et c'est quelque chose surtout qui est repérable et qui est très proche de ce que nous montre le cinéma des frères Cohen. Donc on peut établir un rapport entre la sexualité qui conduit à la procréation et l'angoisse de l'homme placé devant ce qu'il pense être l'arbitraire de la loi, mais qui après tout donc n'est peut-être pas si arbitraire. Chez Barton Fink, là, donc, ce que ça va produire, parce qu'en fait, il est visiblement puceau, hein, et puis quand il couche là pour la première fois, il a été dépucelé, en fait. Ce que ça va produire, c'est littéralement une sorte de behemoth, un démon, une puissance qui est son voisin, en fait, qui est une puissance de destruction qui livre au feu de la géhenne à la fois la femme. Donc on suspecte que c'est le voisin qui a tué la femme, comme les représentants de la loi. Ce sont les policiers qui vont venir enquêter et qui vont se retrouver dans le couloir de la chambre d'hôtel, littéralement, alors quand le voisin débarque, en hurlant « Heil Hitler !» avec une couronne de flammes qui enflamme l'hôtel. La loi semble donc intervenir quand la continuité des générations est mise en danger. Quand, dans une perspective juive, je dirais que la passation de la tradition de père en fils et de fils en petit-fils risque de ne pas avoir lieu. Voilà ce qui se passe en fait. Comme dans Fargo, le déclenchement de la catastrophe à partir du moment où Marge est draguée alors qu'elle est enceinte par un ancien camarade de lycée. La sexualité est rarement filmée chez les frères Cohen, comme s'il y avait une pudeur à la montrer, à l'envisager ou à s'en approcher, alors qu'ils ne rechignent jamais à un bon bain de sang par contre. Le bon bain de sang, c'est ce qui fait tenir la loi, ce qui fait que la loi intervient. Une loi dont plus personne, comme Joseph K. dans Le Procès ou Le Château, ne comprend les règles et les motivations, mais qui persiste à manifester ses effets. Donc pour revenir à la question de départ de cette intervention, qui est savoir de quoi se moquent les frères Cohen et pourquoi ont-ils ce rire permanent sur les choses, je crois que s'ils trempent leur film dans un grand bain d'ironie quasi systématiquement, c'est que je pense que leur humour vient à la fois d'un constat du retrait de Dieu du monde. Dieu n'est plus là, il n'y a plus de puissance ordonnatrice, mais par contre, ses effets se perpétuent, même à travers son absence. La loi se perpétue, la punition continue. Et donc leur rire, cette espèce de comique permanent qu'ils ont sur tout, de regard comique qu'ils ont sur toutes les choses, et même à la limite du grotesque, vient en fait d'une sorte d'angoisse prégnante devant cette absence de Dieu qui, paradoxalement, n'en libère que mieux les effets de la loi. Et donc, je vais en terminer avec un dernier extrait qui montre à quel point leur sens de la parodie, leur décalage humoristique, ne se fait pas contre le sentiment d'une sorte de fragilité de l'existence et surtout de la fragilité des destins, du sentiment même déchirant que notre vie ne nous appartient pas tout à fait, que nous ne sommes pas complètement maîtres de notre destin. Mais au contraire, je crois que ce grand rire parodique des frères Cohen est le rire qui accompagne le sentiment tragique de cette dépossession.
Donnie was a good bowler and a good man. He was one of us. He was a man who loved the outdoors and bowling. And as a surfer, he explored the beaches of Southern California from La Jolla to Leo Carrillo and up to Pismo. He died as so many young men of his generation before his time. In your wisdom, Lord, you took him. As you took so many bright, flowering young men at Quezon, at Londoc, at Hill 364. These young men gave their lives. So did Donnie. Donnie who loved bowling. And so, Theodore Donald Karabatsas, in accordance with what we think your dying wishes might well have been, we commit your final mortal remains to the bosom of the Pacific Ocean, which you love so well. Good night, sweet prince. Oh shit, dude, I'm sorry. Goddamn wind. Damn it, Walter. You fucking asshole. Dude, I'm sorry. It's a fucking travesty with you, man. I'm sorry, it was an accident. What was that shit about Vietnam? Dude, I'm What sorry. the fuck? Does anything have to do with Vietnam? Dude, I'm what sorry. the fuck are you talking about? Dude, I'm sorry. Fucking... Fuck, Walter. Come on, dude. Hey, fuck it, man. Let's go bowling. Voilà. Donc c'est fini.